Bonjour chers apprenants, je suis Wandia Cyprien Noël, professeur de lycée d'enseignement général. Je suis là pour continuer le troisième chapitre du thème 1. Comme vous le savez, mon objectif est de vous faire réviser vos leçons de physique pour la préparation de votre examen baccalauréat série C, D et E. Pour me suivre, vous avez une page Facebook dédiée, appelée Physique en ligne. Vous savez, je n'ai pas changé, c'est apprendre, comprendre, réussir comme slogan. Pour ceux qui sont, ou pour ceux qui veulent, autant pour moi, améliorer ou approfondir leur connaissance sur la physique de terminale CDE, un livre dont je suis l'auteur de la collection de Grand est à votre disposition. Allons tout de suite au chapitre 3 du thème numéro 1, application des lois de Newton à l'étude de quelques mouvements dans un champ uniforme. En 1, application des lois de Newton au mouvement rectiligne. Parlons en A du mouvement de chute libre. Nous dirons qu'un mouvement est en chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à la seule action de son poids. Établissons donc les équations horaires d'un tel mouvement. Considérons par exemple un solide de masse M lâché sans vitesse initiale. Le système étudié est le solide S sous le référentiel SI du laboratoire considéré comme galiléen. Nous négligerons ici la résistance de l'air étant donné que nous sommes en chute libre. D'après le théorème du centre d'inertie, nous avons somme des forces est égale à la masse fois accélération. La seule force présente ici n'est que le poids. Alors ce qui veut simplement dire de façon naturelle que c'est mg, g vecteur égale à m fois a vecteur, a étant le vecteur accélération. En simplifiant les masses, nous aurons g égale à a. Faisant des projections suivant un repère choisi allant dans le sens de la chute, autant pour moi, nous allons donc faire des intégrations successives qui vont nous conduire peu à peu à l'équation horaire de notre mouvement. Comme l'équation où la chute se produit uniquement suivant l'axe Z, nous aurons donc suivant Z, l'équation horaire Z égale à 1 demi de gt carré. Quelque chose de fondamental à ne pas oublier, c'est toujours penser aux constantes d'intégration. Passons tout de suite au mouvement d'un projectile sur un plan incliné. Premièrement, mouvement sans force de frottement. Considérons celui glissant sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Nous aurons toujours un référentiel galiléen. Comme force extérieure, nous avons le poids et la réaction normale au plan. La relation ou le théorème du centre d'inertie, lui, se traduira par la relation P plus R égale à masse fois accélération. En faisant les différentes projections, nous avons donc suivant l'axe X, l'accélération qui nous donne g sinus alpha. En passant aux itérations successives, nous avons dans l'équation horaire de notre mouvement suivant x, 1 demi de g sinus alpha t carré et suivant y égale à 0 étant donné que la direction y n'est pas sollicitée. Les équations horaires de la vitesse quant à elles s'écrivent v de x égale à g sinus alpha t et celle de la position, je le répète, x égale à 1 demi de g sinus alpha t carré. Supposons maintenant que nous avons une force de frottement. Alors naturellement, il n'y a qu'une troisième force qui va s'ajouter, à savoir la petite force F. Comme théorème du centre d'inertie, nous aurons P plus R plus F égale à masse fois accélération. En passant toujours aux projections suivant un axe sagement choisi, nous avons dans la relation de l'accélération, à savoir A est égal à G sinus alpha moins F sur M. Dans ce cas, l'accélération est inférieure que dans le cas numéro 1. Et par intégration successive, nous avons aussi des équations horaires. Suivant x, nous avons 1 demi de g sinus alpha moins f sur m. G sinus alpha moins f sur m étant l'accélération et étant un facteur le tout fois le temps au carré. Y est égal à 0 étant donné que la direction y n'est pas sollicitée. Nous verrons donc que le mouvement est rectiligne et uniformément accéléré suivant x. Dans le cas où la force de frottement devient grande, alors le plan devient plus rugueux, l'accélération s'annule et le solide finit par s'arrêter. Nous tombons donc en équilibre statique, comme en seconde. Maintenant, en 2, passons à l'application de la loi de Newton au mouvement plan. Mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Un projectile de masse M est lancé dans le champ de pesanteur G avec une vitesse initiale de lancement V0. Ce vecteur fait avec l'horizontale un angle aigu alpha appelé angle de tir. Maintenant, établissons donc les équations horaires, l'équation de la trajectoire. Naturellement, le système est le projectile de masse M. Le référentiel est celui de la Terre, supposé galiléen. L'origine du repère cartésien ne coïncide pas forcément avec le point de lancement du projectile. Cela veut dire qu'on peut lancer le projectile n'importe où suivant l'axe vertical. Comme seule force, nous avons le poids. D'après le théorème du centre d'inertie, nous avons donc MA égale à MG.
En simplifiant les masses en faisant des projections, nous aurons donc l'accélération suivant x égale à 0, suivant y égale à 0 et suivant z égale à moins g. Et par intégration successive, nous avons les vitesses. Dans ce cas, le mouvement n'étant pas un mouvement rectiligne ou étant donné que nous avons un mouvement plan, il est donc judicieux de trouver ces constantes C1, C2, C3 appelées constantes d'intégration par rapport à la vitesse. Or, pour le faire, il suffit simplement de donner les composantes du vecteur vitesse dans la base OIJK. Suivant x, la composante de la vitesse initiale c'est V0 cosine alpha, qui nous donnera la constante C1, suivant y c'est 0, qui nous donnera la constante C2, et suivant z c'est V0 sinus alpha 3. D'où la constante C3 nous donnera donc V0 sinus alpha. En écrivant donc la vitesse, nous aurons Vx égale à V0 cosinus alpha, Vy égale à 0, Vz égale à moins gt plus V0 sinus alpha. Faisons encore une nouvelle intégration pour trouver maintenant la position du solide suivant le temps. Alors, naturellement, en faisant cette intégration, nous aurons x égale à V0 cosinus alpha t, y égale à 0, et z égale à moins demi de gt carré plus V0 sinus alpha t, qui sont donc considérées comme des équations horaires du mouvement suivant x, y et z. Comme la composante suivant y n'intervient pas, nous dirons donc que nous avons affaire à un mouvement plan. Maintenant, trouvons l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire est obtenue en éliminant le temps, autant pour moi, dans l'expression numéro 1 du vecteur position. Alors, t est égal à x sur v0 cosine alpha, avec cosine alpha différent de 0, pour les conditions de distance de ce temps. En remplaçant cette expression de t dans l'expression de z, et en faisant un développement adéquat, nous trouvons dans l'équation de la trajectoire qui n'est rien d'autre, c'est égal à 1 moins 1 demi, autant pour moi, de g sur v0 carré cosine carré alpha fois x carré plus x tangente alpha. Or, étant donné que nous pouvons lancer le projectile n'importe où, il est donc judicieux d'ajouter z0 pour faire référence au point de lancement. Si nous lançons dans le projectile suivant, par exemple, au niveau de l'axe de notre repère, nous avons naturellement z0 qui vaut 0. Si nous lançons le projectile à une hauteur z0, alors cette hauteur-là s'ajoutera donc dans l'expression de z, mais dans la portée horizontale. La portée est l'abscisse xp d'un point P de côte z égale à 0. Donc si z égale à 0, P est le point d'impact. Pour trouver donc ce point d'impact, il faut simplement résoudre l'équation z égale à 0. Avec un développement adéquat, nous trouvons donc comme solution x égale à v0 carré sur sinus 2 alpha sur g, qui n'est rien d'autre que la portée. Pour une vitesse v0 est donnée, la portée peut être maximale. Alors, elle est maximale lorsque l'expression de sinus de alpha est égale à 1, étant donné que 1 c'est la plus grande valeur que prendra le sinus d'un angle. C'est-à-dire, si sinus 2 alpha est égal à 1, alors 2 alpha est égal à pi sur 2, et alpha nous donne pi sur 4. D'où la portée maximale nous donnera donc v0 sur g fois 1, puisque sinus 2 alpha est égal à 1. Alors, avec cet angle de alpha trouvé, nous avons donc deux valeurs de alpha possibles pour laquelle la portée est atteinte, à savoir alpha 1 égale à alpha et alpha 2 égale à pi sur 2 moins alpha. Pour ceux qui ne comprennent pas cette partie, alors je leur dis simplement d'aller regarder le cours sur les équations trigonométriques de la classe de première C ou D. La flèche est la hauteur maximale atteinte par le projectile au sommet de la trajectoire. Donc, au niveau de la flèche, puisque c'est la hauteur maximale, nous disons donc que le solide cesse de monter, ce qui se traduit naturellement que la composante de la vitesse suivant cet axe-là s'annule. Alors, en disant que la vitesse s'annule, nous pouvons donc trouver le temps pour lequel le projectile a parcouru cette hauteur pour annuler cette vitesse. Ce temps n'est rien d'autre que V0 sinus alpha sur G. En remplaçant le temps par son expression dans l'équation horaire, alors nous avons donc ZF égale à V0 carré sinus carré alpha sur 2G, qui n'est rien d'autre que la flèche. En B, mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Premier cas, quand où la vitesse initiale n'est pas parallèle au champ. Supposons donc qu'en l'instant initial, une particule de masse m de charge électrique Q supérieure à 0 pénètre avec la vitesse V0 dans l'espace compris entre les armatures d'un condensateur plan, auquel on a appliqué une tension constante U est égale à VA moins VB. Entre ces plaques s'établit un champ électrique uniforme E. Le schéma est le suivant. Il est toujours très important d'observer ce schéma afin de commencer notre résolution. Le système, c'est la particule de masse M
et du charge positive Q, notre référentiel naturellement, il est terrestre supposé galiléen. Combinant des forces, nous avons la force électrique et le poids. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit au chapitre 1, sur le plan atomique, la force électrique est tellement supérieure au poids que nous sommes toujours amenés à négliger l'intensité du poids devant celle de la force électrique. En faisant donc cette approximation, comme seule force dans le terme du centre d'inertie, nous avons simplement F. Alors le T6 se traduit par F, c'est-à-dire la force électrique, car la masse par accélération. Et alors nous avons donc l'expression du vecteur accélération qui nous donne Q sur M fois le vecteur E, étant donné que F égale à Q fois E. Alors, en projetant ou en donnant les différentes composantes de l'accélération dans notre base OIGK, nous avons donc AX égale à Q sur M fois 0, c'est-à-dire 0, AY égale à moins QE sur M, et AZ égale à 0. En faisant ce que nous appelons des itérations successives, au niveau de la vitesse, nous avons V égale à V, excusez-moi, les composantes de la vitesse, du vecteur vitesse sont V égale à V0 cos alpha, Vy égale à moins Q sur M E fois T, plus V0 sinus alpha, et V égale à 0. V0 cos alpha et V0 sinus alpha ne sont rien d'autre que les constantes que nous devons trouver en faisant une intégration brute. La particule étant l'origine du repère à l'instant initial, nous avons donc l'expression de la position en fonction du temps qui aura pour composante x égale à v0 cos alpha fois le temps, y égale à moins q sur 2m e fois t carré plus v0 sur alpha fois le temps, et z égale à 0. Pour obtenir l'équation de la trajectoire, nous allons toujours faire comme dans le cas précédent, c'est-à-dire que nous allons tirer le temps dans l'expression de x et remplacer le temps par sa valeur dans l'expression de y. Et nous aurons donc l'équation que voilà, c'est-à-dire y égale à moins q sur e sur 2 mv0 carré cos carré alpha fois x carré plus x tangente alpha qui n'est rien d'autre que l'équation d'une parabole. Passons tout de suite au cas où la vitesse est perpendiculaire au champ. Si nous considérons donc une particule chargée Q ou de charge Q supérieure à 0 en mouvement dans un champ électrique uniforme E vertical dirigé vers le haut, si la vitesse est perpendiculaire au champ, que deviennent donc les équations? Il faut simplement remplacer dans les équations précédentes alpha par pi sur 2. Très bien. Et nous avons donc comme équation de la trajectoire y égale à q sur e sur 2 mv0 carré fois x carré. Maintenant, quelle est la condition pour que la particule émerge du champ? Pour que la particule émerge du champ, il faut que le point de sortie, c'est-à-dire l'ordonnée du point de sortie, soit inférieur à d sur 2. N'oubliez pas, le condensateur, la distance entre les deux armatures vaut d. Le repère passant, ou le repère, ou notre repère étant exactement la médiatrice de notre condensateur, ce qui veut dire que la distance par rapport au haut d'une plaque à l'autre, c'est d sur 2. Donc, pour que la particule émerge du champ, il faut que l'ordonnée du point de sortie soit inférieure à d sur 2. Donc, en écrivant cette condition et en remplaçant l'ordonnée du point de sortie par son expression qui n'est rien d'autre que QUL carré sur 2 MVD V0 carré, nous allons dire que QUL étant la longueur de toute d'une plaque, autant pour moi, la longueur d'une plaque, nous aurons donc QUL carré sur 2M dV0 carré inférieur à D sur 2. Nous avons donc une condition en tension en résolvant cette équation, c'est-à-dire U doit être inférieur à MD carré fois V0 carré divisé par QL carré. Donc pour que la particule puisse sortir de ce condensateur, il faut que la tension soit inférieure à MD carré fois V0 carré divisé par QL carré. Or, nous pouvons aussi avoir une condition sur la vitesse, simplement résolvant la même équation. Donc, pour que la particule émerge du champ, il faut que la vitesse soit supérieure, ou la vitesse initiale, à L sur 2 racine de Q sur M. Parlons maintenant de la déflexion électrique. La déviation électrique ou déflexion électrique est l'ordonnée du point d'impact de la particule sur l'écran. O'P est la déviation électrique. On est d'accord? Vous verrez le schéma. À la sortie du champ électrique, c'est tellement naturel, la particule n'est plus soumise à la force électrique, autant pour moi. Le mouvement donc devient rectiligne et uniforme suivant la tangente à la trajectoire, qui n'est rien d'autre que l'arc de parabole, au point S. Donc il est toujours judicieux donc d'observer notre figure que voici. Vous avez donc le point S qui a pour coordonnées
L. L étant la longueur d'une plaque. S étant, autant pour moi, l'ordonnée de sortie. Et en passant à tangente alpha, qu'est-ce que nous allons dire? Puisque la définition c'est O'P, tangente alpha égale à quoi? O'P sur D moins L sur 2. Donc côté opposé sur côté adjacent. Et en faisant cette transformation, et sachant que la même tangente alpha nous donnera aussi au niveau de la sortie SH. Cette fois-là sur quoi? Sur IH. Nous aurons donc SH, tangente alpha égale à SH sur IP qui égale à O'P sur IO'. Or, SH n'est rien d'autre que l'ordonnée du point de sortie. Nous pouvons donc écrire cette expression en remplaçant chaque mesure algébrique par sa valeur. Et avec un bon développement, nous pouvons tirer la valeur de la déflexion électrique, à savoir O'P égale à Q sur M fois E sur L sur V0 carré, facteur de D moins L sur 2. Très bien. Passons maintenant à l'application des lois de Newton au mouvement circulaire uniforme. Déjà, un mouvement circulaire uniforme est un mouvement dont le module de la vitesse est constant mais dont l'orientation change perpétuellement pour former une trajectoire. Pour former une trajectoire circulaire, comme vous l'avez sur la figure. Dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur d'accélération est normal à la trajectoire. Je vous ai dit, la base utilisée pour étudier les mouvements circulaires n'est rien d'autre que la base de Fresnel, c'est elle que nous savons maîtriser. Dans cette base-là, l'accélération a pour expression dv sur d fois le vecteur ET qui est le vecteur tangentiel plus v carré sur r fois le vecteur En qui n'est rien d'autre que le vecteur normal. Le mouvement étant circulaire uniforme, la vitesse étant constante, alors il est naturel que dv sur dt nous donne 0. Donc la seule accélération existante pour un mouvement circulaire uniforme n'est rien d'autre que l'accélération normale et qui a pour valeur v carré sur r. En remplaçant v par son expression vue en troisième, c'est-à-dire v égale à r oméga, nous avons donc l'expression de l'accélération normale qui nous donnera r fois oméga carré. La période n'est rien d'autre que la durée t que met le mouvement pour effectuer un tour sur sa trajectoire. Toujours quand on fait cours de troisième, v égale à la distance divisée par le temps. Or, la période c'est pour un tour. La distance nous donnera donc 2πr, c'est-à-dire le périmètre. Et en faisant d sur t, nous trouvons donc que t égale à 2πr sur v. Or, v égale à r oméga, nous retrouvons dans l'expression de la période t égale à 2π sur oméga. Et la période s'exprime en secondes. Pour résoudre le problème de mouvement circulaire uniforme, on doit encore choisir un axe dans une direction parallèle à l'accélération. Comme l'accélération est dirigée vers le centre, on doit donc mettre un axe dans la direction radiale, ce qui signifie qu'il doit être vers le centre du mouvement circulaire ou dans la direction opposée au centre du cercle. À partir de là, on y applique les lois de Newton avec une accélération de v carré sur r vers le centre. On aura alors, pour la direction radiale, somme des forces égale à mv carré sur r si l'axe est dirigé vers le centre, et somme des forces égale à moins m sur v carré sur r si l'axe est dans la direction opposée au centre. Pour tous les autres axes, on doit avoir somme des forces égale à 0. Très bien. Moi, je préfère toujours utiliser la première relation, à savoir somme des forces égale à m sur v carré sur r. Très bien. Prenons par exemple le mouvement d'un pendule conique et étudions-le. Ici, nous avons donc deux forces, à savoir notre tension et notre poids P, n'est-ce pas, accroché par exemple à un fil inextensible. Très bien. Les deux composantes de la force nous donneront donc F, à savoir F égale à T plus P, en faisant une construction comme nous avons vu en classe de troisième, la construction du parallélogramme. La valeur de l'accélération vaut donc V carré sur R. Et en revenant à la figure, qu'est-ce que nous verrons? Nous pouvons donc trouver la valeur de R par rapport à L, en se servant de L. Sinus alpha nous donnera R sur L, et alors naturellement nous aurons donc R égale à L sinus alpha. Par conséquent, la expression de la vitesse nous donnera A n égale à oméga carré L sinus alpha. Maintenant, trouvons la valeur limite oméga 0 pour laquelle le pendule s'écarte de la verticale. F égale à M oméga carré L sinus alpha. Or, comme nous l'avons vu, en prenant par exemple notre triangle, en force maintenant, nous avons tangente alpha égale à F sur P. Nous pouvons donc trouver l'expression de la force F, qui n'est rien d'autre que M tangente alpha. En égalant les deux expressions, nous aurons 1 sur cosinus alpha égale à oméga carré L sur G. Or, n'oubliez pas, le cosinus alpha est comment? Toujours inférieur ou égal à 1. Ben, très bien. Nous aurons donc G sur oméga carré L inférieur ou égal à 1. Et dans cette expression, nous pouvons donc tirer oméga.
à savoir oméga supérieur égal à la racine de G sur L. La valeur pour laquelle oméga égale à 0 n'est rien d'autre que la valeur limite. Et vaut donc racine de G sur L. La valeur limite de la vitesse angulaire pour que le pendule se mette à tourner simplement, ou pour que le pendule conique se mette à tourner, n'est rien d'autre que oméga 0 égale à la racine de G sur L. Très bien. Passons maintenant au mouvement d'un satellite dans le champ de gravitation terrestre. Considérons un satellite de masse M qui tourne autour de la Terre à une altitude Z. Le rang de son orbite est R. Notre système ici est le satellite de la Terre. Le référentiel est géocentrique. La seule force extérieure n'est rien d'autre que F de T sur S. D'après le théorème du centre d'inertie, qu'est-ce que nous avons? Somme des forces extérieures égale à masse par accélération. L'accélération est normale, étant donné que le mouvement du satellite est un mouvement circulaire uniforme. Nous avons déjà l'expression de l'accélération normale. Et en exploitant donc le théorème du centre d'inertie, nous avons donc la seule force en présent n'est rien d'autre que le poids. Et l'accélération, la seule accélération qui existe autant pour moi est l'accélération normale. Nous avons donc mgh égale à masse par accélération. En simplifiant les masses, nous avons donc A égale à gh. Donc l'accélération normale n'est rien d'autre que l'accélération de la pesanteur. Or, que vaut g? G, h égale à le champ à l'altitude h, ou gh égale à gmtms sur r carré fois le vecteur normal en. L'accélération c'est v carré sur r fois en. On est d'accord? En utilisant cette expression, qu'est-ce que nous trouvons? Nous pouvons avoir l'expression de la vitesse, à savoir, si nous partons du fait que gh égale à r, en remplaçant l'accélération normale par v carré sur r, et gh par g0 fois r carré sur r carré confère chapitre 1, nous pouvons avoir l'expression de la vitesse qui nous donne v égale à r racine de g0 sur r plus h. Donc la vitesse dépend du rayon de l'orbite. Étude de la période. Nous avons donc établi l'expression de la période précédemment. T égale à 2πr sur v. Or, nous avons l'expression de la vitesse déjà préétablie. En remplaçant l'expression de la vitesse par sa valeur, nous trouvons donc T égale à 2πr sur r racine de g0 fois racine de r. Soit encore T égale à 2π sur r racine de g0 fois r à la puissance 3,5. Nous voyons donc que la période est indépendante de la masse du satellite et dépend de l'altitude. Cette durée mesurée dans le référentiel géocentrique est différente de celle mesurée par un observateur terrestre, car celui-ci est entraîné par le mouvement de rotation de la Terre autour de l'axe des pôles. Loi de Kepler. En mettant au carré l'expression de la période, qu'est-ce que nous avons? T carré nous donnera 4π carré fois r au cube sur g fois mt. On est d'accord? D'où la loi de Kepler, T carré sur r cube égale à 4π carré sur g fois mt. On peut remplacer 4gmt fois r carré g0 comme dans l'expression précédente. Et là, nous avons donc la loi de Kepler, T carré sur r cube égale à 4π carré sur r carré fois g0. Maintenant, en trois mouvements d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Nous n'étudierons que le cas où la vitesse initiale V0 est orthogonale au vecteur champ magnétique B. Dans le repère OIGK, nous prendrons V0 égale à V0i et B égale à B fois le vecteur K. N'oubliez pas que OIJ est un trièdre direct. La particule pénètre dans le champ magnétique en eau à la date t égale à 0, comme vous l'avez sur la figure. La seule force intervenant n'est rien d'autre que... Les forces qui interviennent ici sont le poids et la force magnétique. Or, n'oubliez pas que sur le plan atomique, la force magnétique est largement supérieure au poids. En écrivant dans le terme du centre d'inertie, cela revient à dire que Q V0 vectoriel B égale à la masse par accélération. Et là, vous revoyez l'expression de la force de Lorentz. Or, dans la base de Fresnel, nous avons déjà l'expression de l'accélération, puisqu'elle est normale, autant pour moi. A égale à V carré sur R fois EN, EN étant ici le vecteur normal. En passant dans l'expression en valeur absolue, c'est-à-dire en trouvant le module de la force et le module de masse par accélération, qu'est-ce que nous avons? Nous avons enfin mv0 carré sur R égale à la valeur absolue de Q fois V0 fois B. Et dans cette expression, nous pouvons donc tirer naturellement l'expression du rayon de la trajectoire, à savoir R égale à mv0 sur racine de valeur absolue de... Non,
Autant, oh là là, excusez-moi. R égale à mv0 sur valeur absolue de Q fois B. M en kilogrammes, R en mètres, Q en coulomb, B en Tesla. Étudions la déflexion comme dans le cas du champ électrique. Voici la figure que vous avez pour étudier la déflexion. C'est-à-dire que la particule qui partira du point O au point S et sortira suivant une tangente au point S. La déflexion ici, c'est AB. En revenant à la figure et en l'observant correctement, qu'est-ce que nous avons? On observe que si l'angle COCS est égal à l'angle IAIB. Alors, sinus alpha égale à H sur S sur CS qui n'est rien d'autre que L sur R. Pour le triangle BIA, en revenant à la figure, BIA, qu'est-ce que nous avons? Tangente alpha égale à D sur IA qui est égal à L sur R. Observez la figure. D sur IA égale à L sur R. Très bien. En première approximation, L est très petit devant L. C'est-à-dire que, si nous revenons à la figure, la partie comprise dans le champ est tellement petite devant L. C'est-à-dire la distance entre O et A. Et en faisant cette approximation, nous faisons dans la deuxième, à savoir que l'angle alpha est tellement petit. Donc son sinus sera confondu à sa tangente et qui va valoir simplement alpha. Sinus alpha donnera tangente alpha qui nous donnera alpha. Et en exploitant donc cette relation, nous avons L sur R sensiblement égal à D sur L. Alors nous serons dans la déflexion D qui n'est rien d'autre que valable absolue de Q fois L fois grand B fois grand L divisé par MV0. Maintenant passons à la correction des données baccalauréat. Baccalauréat 2014. Exercice 1. Des particules de masse M égale à 6,60 moins 27 kg pénètrent dans une région où il y a un champ magnétique B et un champ électrique E uniforme et orthogonal entre eux et à la vitesse V0. Des particules à l'entrée O1 de la région comme l'indique la figure ci-contre. On constate que certaines des particules ont une trajectoire rectiligne horizontale et sont recueillies en O2 appartenant à la droite O1V. Ces particules sont dites sélectionnées. On néglige leur poids devant les autres forces. Première question. Donner à justifiant la réponse le sens du vecteur champ magnétique B. Deuxième question. Montrer que la valeur V0 de la vitesse des particules sélectionnées ne dépend ni de la masse des particules, ni de leur charge électrique, puis calculer sa valeur numérique. Troisième question. On supprime le champ électrique. Les particules viennent alors heurter une plaque P placée verticalement dans la région. La mesure de l'écart entre les points d'impact extrêmes des particules sur la plaque donne C égale à 30 mm. Très bien. Maintenant, passons à la correction. 1. Donner à justifiant en justifiant le sens du champ B. Le sens du vecteur champ magnétique B. La solution est la suivante. Pour qu'une particule ait une trajectoire rectiligne, il faut que la somme des forces perpendiculaires à cette trajectoire soit nulle, c'est-à-dire que la force électrique et la force magnétique égale au vecteur nul. Alors naturellement, avec l'arrêt des trois doigts que vous avez, comme nous avons vu au chapitre 1, B sort du plan de la figure pour respecter l'arrêt des trois doigts ou l'arrêt de l'observateur d'Ampère. Comme vous voulez, utilisez l'arrêt que vous voulez pour trouver le sens de B, mais considérez toujours que la somme des forces pour que la particule sorte du champ, il faut que la somme des forces nous donne le vecteur nul. Maintenant, on demande de montrer que la valeur V0 de la vitesse des particules sélectionnées ne dépend ni de la masse des particules, ni de leur charge électrique, et de calculer cette valeur. Or, qu'est-ce que nous avons vu précédemment? Question numéro 1, F1 plus Fm égale le vecteur nul. Ce qui veut dire que la force électrique égale à moins la force magnétique. En prenant un module, qu'est-ce que nous avons? Fm égale le vecteur Fm, la force magnétique égale à la force électrique. Or, la force magnétique c'est QV0 fois B, étant donné que l'angle formé entre V, B et F, les angles sont respectivement égales. Ils sont respectivement égaux à pi sur 2, dont le sinus de pi sur 2 c'est 1. Or, en égalant ces deux forces, nous avons donc V0 égale à E sur B. L'application numérique nous donnera V0 nous donne 5,56 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. On supprime le champ électrique. Les particules viennent alors heurter une plaque P placée verticalement dans la région. La mesure de l'écart entre les points d'impact extrêmes des particules sur la plaque donne C égale à 30 mm. Donnons donc la nature du mouvement des particules dans la région, puis donnons l'expression de la grandeur caractéristique de leur trajectoire. Solution. Nature du mouvement et expression de la grandeur caractéristique de la trajectoire. Le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme et circulaire uniforme. Le rang de la trajectoire donné par l'expression est égal à mv sur qb. Vous revoyez naturellement l'expression établie pendant le cours. Donc,
On nous demande donc de calculer les valeurs Vmax et Vmin respectivement de la vitesse maximale et de la vitesse minimale des particules en admettant que la valeur V0 de la vitesse des particules sélectionnées est leur moyenne. V0 égale à Vmax plus Vmin sur 2. Très bien. Alors il nous faut seulement exprimer Rmax et Rmin en fonction de CD que nous avons. Nous avons donc Rmax moins Rmin égale à CD divisé par 2. Sachant que R égale à mv sur QB, nous avons Rmax qui va nous donner mbmax sur QB, mais Rmin, mvmin sur QB. Et nous avons donc à la fin le système d'équation Vmax moins Vmin égale à CD QB sur deuxième et Vmax plus Vmin égale à 2V0. En résolvant ce système d'équation, nous trouvons Vmax égale à 5,59 fois 10 puissance 5 mètres par seconde et Vmin égale à 5,53 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. Maintenant, exercice 1 du bac 2012. Deux joueurs de football seraient les gens. Les terres respectives H1 égale à 1,80 m et H2 égale à 1,6 m s'entraînent au jeu de tête avec un ballon que l'on supposera ponctuel. Après un coup de tête, le ballon part de Sorel vers Jean avec une vitesse initiale de V0 faisant un angle alpha à la 45 degrés avec l'horizontale. On prendra V0 égale à 10 mètres par seconde. Première question. En prenant pour origine des espaces le sommet de la tête de Sorel et point initial, l'instant de départ du ballon, établit l'équation cartésienne de la trajectoire du centre d'inertie G au ballon. D'inertie G du ballon. Autant pour moi. Comme vous le remarquez, voilà votre figure. Très bien. En 2, l'équation de la trajectoire G peut se mettre sous la forme dy plus x carré moins 10 égale à 0. À quelle distance de Sorel doit se placer Jean 2 pour que le ballon retombe exactement sur sa tête? Correction. Équation cartésienne de la trajectoire. Très simple. Vous passez au théorème du centre d'inertie. Et si vous avez très bien suivi le cours, il est naturel de trouver y de x égale à moins x carré sur 10 plus x. Pour calculer la distance, il faut seulement donner les composants du vecteur du point O', à savoir d et moins facteur de H1 moins H2. Très bien. Et qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons donc comme équation dy plus x carré moins 10 égale à 0. Et en remplaçant, nous avons moins 10 égale moins 10 facteur de H1 moins H2 plus d carré moins 10d. C'est-à-dire, en remplaçant y par sa valeur H1 moins H2 et x par sa valeur d, nous avons dans l'équation moins 10 facteur de H1 moins H2 plus d carré moins 10 égale à 0. Et cette équation nous donnera naturellement la valeur de d. Merci, chers apprenants, d'avoir suivi cette leçon. Et passons tout de suite au thème 2.